Le lien de subordination du salarié est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. Donc c'est quelque chose d'assez fort, très fort même. C'est-à-dire que l'employeur a le pouvoir de direction, le pouvoir de surveillance, le pouvoir de contrôle, le pouvoir de sanctionner, de surveiller et de punir, dirait Michel Foucault. Et donc d'organiser le travail, et de décider des horaires, etc., etc. Donc il a tout pouvoir. Il a le pouvoir de licencier, évidemment, au bout, et là, évidemment, la loi travail va faciliter encore le licenciement. Et donc, on se retrouve dans cette situation où le salarié est subordonné. Les salariés, tous les salariés sont subordonnés. Ça n'est pas qu'en France, hein. Je pense que c'est exactement le même système dans toute l'Europe. Et dans tout le système capitaliste est encore extrêmement étendu à travers le monde. Et donc en France, à partir des grands principes de la liberté, du droit de propriété privée, etc., etc., ça veut dire que l'entreprise est un territoire patronal interdit. Interdit, personne ne peut rentrer dans une entreprise, excepté les syndicalistes qui sont de l'entreprise, mais les syndicalistes de l'extérieur, a priori, n'ont pas la possibilité de rentrer dans l'entreprise, sauf de façon très, très épisodique. Et évidemment, ont le droit de rentrer dans l'entreprise les inspecteurs du travail. Par ailleurs, c'est un lieu clos, c'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment une zone interdite. Hein. Et donc, il règne à l'intérieur la loi du silence. Et la loi du silence, c'est important parce que ça vous interdit de parler. Alors certes, il y a depuis 1982 une partie des lois Auroux, ce qu'on appelle le droit d'expression dans l'entreprise, mais ça n'a jamais été mis en œuvre parce que les syndicats à l'époque étaient réticents, dans le sens où ils pensaient que ça allait contourner les syndicats. Donc la liberté d'expression n'existe pas dans l'entreprise. Il n'y a aucun accord sur le droit d'expression. Donc, l'autre sujet, c'est évidemment qu'il n'y a strictement aucune transparence dans l'entreprise. Alors, j'y viendrai après parce que c'est dans les possibilités, dans les choses sur lesquelles il faudrait avancer. Hein, donc, l'employeur est toujours maître des lieux, des biens et des personnes. Et il n'y a pas d'égalité entre l'employeur, évidemment, et le salarié, il y a inégalité, et puisqu'il n'y a rien de subordination. Alors le droit du travail, évidemment, s'est construit depuis 1850, le droit du travail s'est construit contre la volonté de l'employeur, contre la propriété privée, puisque pour lui, c'était son territoire. Donc, à chaque fois que l'employeur concède des droits aux salariés, c'est pas parce qu'il est convaincu qu'il faut concéder des droits, c'est qu'il est contraint par le rapport de force, il est contraint quelquefois même par la violence. Et donc nous sommes dans une période, depuis une trentaine d'années, où évidemment le rapport de force est le même dans les entreprises. Et le rapport de force est évidemment, et de plus en plus, et avec la deuxième loi Macron, on le voit là, c'est le patronat qui reprend largement la main. Donc on peut dire que le lien de subordination s'est largement resserré et s'est imposé de plus en plus. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le droit de grève est possible dans les entreprises? Je pense par exemple à une série d'entreprises que je contrôle. Je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas de grévistes. Pourquoi il n'y aura pas de grévistes? Même parmi les représentants du personnel. Il n'y aura pas de grévistes parce que les gens ont peur de faire grève. Ont peur de faire grève, pourquoi? Parce que il faut avoir du courage pour faire grève.
aujourd'hui dans les entreprises. Alors je ne parle pas dans les entreprises ouvrières où il y a une forte implantation syndicale depuis des décennies, etc. Mais dans les entreprises où de cadres, par exemple, où les cadres sont majoritaires, il y a évidemment, même si c'est affiché partout que le droit de grève est autorisé par la Constitution de 1946, bien évidemment, très peu de monde va faire grève. Alors donc, vous avez des libertés fondamentales qui sont affichées dans le code, mais qui ne sont évidemment pas appliquées au jour le jour. Je vais prendre l'autre exemple de la liberté syndicale. Alors, la liberté syndicale, c'est plusieurs choses. C'est le droit d'adhérer à une organisation syndicale, c'est le droit de sortir de l'organisation syndicale, mais après, c'est éventuellement d'être élu sur une étiquette syndicale, c'est éventuellement de créer une section syndicale depuis 1968 dans une entreprise, tout ça, ça fait partie du droit syndical. Mais par exemple, de moins en moins, on voit des simples adhérents qui ne militent et n'apparaissent dans l'entreprise que ce qu'on appelle les salariés protégés, c'est-à-dire les salariés qui, s'ils sont licenciés, auront un dossier qui passera à l'inspection du travail pour voir si le licenciement n'est pas lié avec le mandat. Mais tous les adhérents n'apparaissent pas. Le patron ne connaît pas les adhérents dans les organisations syndicales, même si voilà. Rarement on voit un simple adhérent distribuer un tract à l'entrée d'une entreprise. Parce qu'il sait que dans les semaines qui vont suivre, il y aura des actes de discrimination syndicale à son égard, c'est-à-dire qu'il commencera à avoir des ennuis. Donc le rapport de force est donc... Voilà, c'est la vérité, le rapport de force. Et donc la vérité pour l'instant, c'est que le rapport de force est pour l'employeur. Voilà. Alors, les autres libertés qui n'existent pas dans l'entreprise, c'est la liberté, j'allais y venir. Dans les entreprises, maintenant, toute une partie des services, des ateliers sont interdits à une partie des salariés. Les salariés n'ont le droit qu'à aller là où ils travaillent. Par opposition, les représentants du personnel, eux, ont le droit de tourner dans l'entreprise. Et ont le droit d'aller dans tous les services dans l'entreprise, là où il y a des salariés. Dans les autres libertés qui n'existent pas, je sais pas moi, la liberté de fixer soi-même ses dates de congé, d'aller faire pipi, quand on est sur une chaîne, on ne peut pas faire pipi. De pouvoir s'habiller comme on veut, il y a toute une série d'interdictions de ce genre. Et vous avez peut-être vu les règlements intérieurs. Les règlements intérieurs, maintenant, avant c'était 10 ou 12 commandements, si j'ose dire, maintenant c'est 30, 40, 50 pages sur les interdictions, sur ce que ne peut pas faire le salarié. Donc ce sont des règlements intérieurs qui sont beaucoup plus stricts qu'au début du siècle dernier, par exemple. Certes, il était ridicule en 1900 de dire les femmes devront porter un foulard par bienséance pour ne pas être comment on disait à l'époque, pour avoir une tenue décente. Ça, c'était les règlements intérieurs de l'époque. Et aujourd'hui, il y a des règlements intérieurs qui ne sont plus de ce type et qui sont beaucoup plus liberticides pour les salariés. Je vous donne un exemple. Dans les banques, il y a un préposé à la surveillance des comptes bancaires de tous les salariés. Un type qui ne fait que ça. Pourquoi faire? Parce que la banque veut voir si le salarié ne pique pas de l'argent au client. Voilà. Et donc, il a un client clé. Mais par contre, je veux que vous ayez ça dans mon dossier médical, parce que ça me sera utile à un moment donné. Voilà. Autre chose, c'est aller voir l'inspection du travail en tant que représentant du personnel salarié, prendre rendez-vous pour raconter les choses qui se passent dans les boîtes. Nous, on a besoin, en tant qu'inspecteur du travail, on a besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe dans les boîtes. Quelquefois, on ne voit rien. Hein, et quelquefois, on voit très bien les choses. Bon. Donc, il faut raconter, il ne faut pas hésiter. Alors, si cette première partie était un peu désespérante, il y a une deuxième partie qui se veut plus ouverte et qui veut vous montrer qu'il y a quand même... alors vous en tant qu'organisation syndicale, vous en tant qu'organisation politique, vous en tant que mouvement social, etc., des choses sur lesquelles il faut avancer
s'appuyer, pousser. Voilà. Alors, la première chose, c'est comme en politique, c'est revendiquer la transparence. Alors, en 1991, ça s'appelait la glasnost. Hein, il y avait perestroïka et glasnost. Évidemment, M. Poutine, la glasnost, il a oublié depuis. Mais la transparence dans l'entreprise, c'est extrêmement important par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire sur les non-libertés, sur le fait que c'est un lieu privé, que ça soit sans aucune transparence, justement. Donc il faut pousser à ça. Et donc évidemment, c'est une transparence. Et donc certaines organisations politiques devraient se mettre ça dans les programmes, mais aussi développer là-dessus. Bon, on dit toujours ouverture des livres de compte, mais il faut développer pourquoi on veut l'ouverture des livres de compte. On veut l'ouverture des livres de compte parce qu'on veut savoir ce qui se passe, quelle stratégie à l'entreprise, comment on peut peser sur cette stratégie dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est-à-dire refuser, enfin je sais pas, par exemple la Poste aujourd'hui dit maintenant, je sais plus, je vais faire des livraisons le dimanche. Bon, s'il faut peser contre ça, il faut connaître le projet avant pour pouvoir, résister et deuxièmement convaincre l'entreprise en question que les livraisons le dimanche, ça n'a aucune utilité, quoi. Bon, mais aussi la transparence, c'est sur les payes, sur les feuilles de paye et sur les revenus. Bon, alors il y a quelquefois, sur les grands patrons, on sait combien ils ont gagné, ou on sait combien ils ont gagné. On a vu ça avec le ministre du Travail, on a vu ce qu'elle avait gagné à Business France, en revendant des actions qu'elle avait, quand elle était à Danone. Mais sur les payes, c'est extrêmement important. Personne ne voit les payes, à part le service paye. Mais si on veut se battre sur l'égalité professionnelle homme-femme, la première chose, c'est les payes. Qui a accès aux payes? Personne, sauf l'inspection du travail. L'inspection du travail peut demander toutes les payes pour voir la différence entre les hommes et les femmes, et après demander des justifications à l'employeur pour nous expliquer, oui, bien effectivement, cette personne, entre parenthèses c'est un homme, mérite beaucoup, donc on va augmenter ça, alors que telle et telle autre personne, on n'a pas augmenté. Donc cette idée de transparence sur les feuilles de paie, c'est extrêmement important. Mais dans les entreprises, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est complètement l'opacité, voilà. En 1912, Jaurès a écrit un article dans l'Humanité, c'était le journal du parti socialiste de l'époque, un article disant les élus du personnel, enfin c'était pas des élus, c'était une autre catégorie, les représentants du personnel doivent être consultés sur le licenciement de chaque salarié. Vous imaginez ça aujourd'hui? Ça n'avait rien de révolutionnaire. C'est à chaque fois qu'il y a un problème de discipline ou qu'un mec est viré, il doit y avoir quelqu'un qui puisse, défendre le salarié, et deuxièmement, qui puisse mettre son veto ou éventuellement donner un avis contraire, etc., etc. On a un petit peu ça dans la fonction publique actuellement. On a des conseils de discipline avant le licenciement. Pourquoi? Alors on n'est pas pour les conseils de discipline, on n'est pas pour les licenciements, mais c'est bien que les fonctionnaires ont des garanties depuis 1905. Pourquoi dans pourquoi dans le privé il n'y a pas? Pourquoi? Parce que l'employeur est le roi chez lui, l'employeur est juge et partie. C'est lui qui juge de l'exécution du contrat de travail et il vire la personne et qui n'a plus qu'à se débrouiller avec les prud'hommes et les développements après sur les prud'hommes. Dernière chose, il faut se servir des mails, il faut se servir des diverses traces informatiques qu'il peut y avoir. À partir du moment où vous rentrez dans une entreprise et vous mettez votre badge, il y a une trace. Quand vous voudrez prouver vos horaires de travail, il faudra demander ces traces. Parce que ce sont des relevés individuels qui nous appartiennent. On est dans la loi informatique et liberté. Et tout dossier papier, ou tout dossier informatique, ou tout dossier télématique, tout laissé, ça fait partie de votre dossier individuel. Chaque salarié a le droit de demander son dossier individuel.
Donc c'est important de demander son dossier individuel parce que vous pouvez aller le demander à titre individuel, accompagné de quelqu'un, à chaque instant dans l'entreprise. Donc ils sont obligés de donner tout le dossier. Si vous ne donnez pas tout le dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vous ont pas donné le dossier. Donc ils sont obligés de vous donner tout le dossier. Si vous demandez tous les entrées-sorties depuis un an par le parking, ils sont obligés de vous donner, ce sont des données qui vous intéressent et qui vous concernent. Et donc à partir de là, par exemple, vous pourrez démontrer que vous rentrez le matin à 8h dans le parking et vous sortez à 21h. Ce qui fait que vous avez un horaire de travail de 8h à 21h. Voilà. Ça fait 8h, 21h, 8h, 20h, ça fait 13h. Bon, a priori, c'est 10 heures de boulot. Donc vous pourrez démontrer ces choses-là. Donc il faut que vous puissiez vous servir aussi, que vous puissiez retourner les traces que l'employeur utilise, et retourner les traces pour vous. Vous servir d'un mail, c'est aussi, vous venez d'avoir un rendez-vous avec votre chef, et votre chef vous a traité de connard. Ça arrive. Hein, ou de sale syndicaliste, ou je ne sais quoi. Bon, vous avez un mail, vous lui écrivez, monsieur, aujourd'hui à telle heure, vous m'avez traité de sale syndicaliste et de connard. J'en prends acte. Vous voyez, vous laissez des traces. Il faut savoir laisser des traces pour constituer peut-être un jour un dossier pour discrimination, un dossier, etc. Dernière chose, il faut, dans le Code du travail, il est écrit qu'il y a une formation à l'hygiène et à la sécurité pour les salariés, pour tous les salariés. Et donc, il faut demander à avoir une formation à l'hygiène et sécurité sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement, qu'est-ce que ce sont les risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est que le droit d'alerte, qu'est-ce que c'est le droit de retrait, etc., pour que vous puissiez être armé, éventuellement, pour vous servir des outils qui sont donnés par le Code du travail, pour pouvoir vous défendre à titre individuel, mais surtout collectif. Je vous remercie.